Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven. Bonjour Karine. Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer l'épisode, j'aimerais faire un petit point sur le démarrage du podcast. Okay. Parce que Draven, j'ai vu passer plein de choses sur Twitter, etc. Et j'ai l'impression que le démarrage s'est plutôt bien passé. Ça a l'air, ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis sûre que t'es tout content. Tout content. Ben oui, je suis super content. C'est vrai que il semblait y avoir du monde intéressé par Battlestar Galactica, et en plus des gens qui ont l'air d'être heureux qu'il existe désormais un podcast dédié à Battlestar Galactica. Donc je suis très content des retours que j'ai sur les premiers épisodes. Et ouais, non, je suis content. Je suis content que ça se mette en forme comme ça et surtout que ça plaise. Donc ouais, c'est cool. Ouais, parce qu'au départ, c'était pas forcément gagné d'avance. Ah, je savais pas dans quoi je me lançais. Je savais que on était des fans éparpillés par-ci par-là, mais bon, aussi bien sur la forme de l'émission que sur le sujet. Je savais pas trop. J'ai un peu mais construit le truc au fur et à mesure. Et puis bon, bah ça a l'air de plaire. Donc voilà. Tant mieux. Et premier dans quelques classements sur PodCloud, peut-être. Il me semble que j'ai vu passer ça. C'est vrai que parmi les premiers épisodes, effectivement, on figure de temps en temps là dans le top PodCloud, qui a tout récemment changé son algorithme d'ailleurs, hein, pour qu'on puisse figurer dans le top. Enfin, je dis non, c'est très mal dit. Dit comme ça, on dirait qu'ils l'ont changé pour nous. Non, je recommence. Mais si, ils l'ont changé pour nous, bien sûr que si. Non, mais c'est vrai qu'ils ont revu en tout cas la façon de faire apparaître les podcasts qui sont dans le top, et donc ça privilégie a priori les podcasts récemment créés et qui publient du contenu régulier, entre autres paramètres. Donc je pense que ça a joué avec le fait qu'on apparaisse là-dedans, donc tant mieux. Je suis très content. Je suis très content de ça également. Bon, merci à vous. Ouais. Et je précise juste une chose, c'est que si on parle de ça, si on parle du lancement du podcast seulement dans cet épisode Analytica numéro 3, c'est parce qu'en fait les épisodes que nos auditeurs écoutent ne sont pas totalement enregistrés dans le même ordre que dans l'ordre dans lequel ils les entendent. Donc c'est pour ça qu'on ne fait ce retour sur le lancement du podcast que maintenant, où voilà, il y a disons pour l'instant les épisodes d'Analytica, au moment où on enregistre, il y a aucun épisode d'Analytica qui a encore été diffusé. C'est ça. Voilà. Mais bon, c'est comme dans les films. Ouais, on tourne pas dans l'ordre. Non, on tourne pas les choses dans l'ordre, on n'enregistre pas dans l'ordre. Bon. C'est ça. Alors après ce petit point, moi ça me fait vraiment plaisir, même si j'ai pas participé pour l'instant et qu'on m'a pas entendu dans le démarrage, ça me fait vraiment plaisir pour toi. Bah c'est cool, moi je suis très content. Mais tu sais maintenant on t'a entendu, c'est bon, ça fait déjà 2 épisodes que nos auditeurs se sont habitués à toi et on va maintenant rentrer dans le 3e épisode ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, dans cet épisode, on va parler du 3e arc. Ouais. Dans le principe, il y a un film qui dure 2 heures et on a choisi de le découper en 3 parties puisqu'il peut être regardé comme 3 épisodes du début de la série de 78. C'est ça. Et on est toujours donc sur le téléfilm Galactica, la bataille de l'espace. Je vais répéter tout ce foutoir à chaque fois, hein, parce que j'aime bien, en vrai j'adore ça. Dont le titre original est Saga of a Star World, dont la première diffusion à la télé américaine s'est fait le 17 septembre 1978. Il a été écrit par Glenn A. Larson et réalisé par Richard A. Colla. Oui, on sent que t'aimes bien dire tous ces noms. J'adore ça. T'es prêt ? Oui. Alors décollage. Donc cette 3e partie commence avec l'exécution de Baltar qui est remis à plus tard. Ouais. C'est une scène qui est importante. Oui. Et je te laisse nous l'expliquer. Alors, qui est importante pour plusieurs raisons et surtout dont il existe 2 versions différentes, parce que je rappelle que ce téléfilm de départ était aussi sorti au cinéma dans une première version et a ensuite été légèrement remonté pour la télévision, pour la première diffusion à la télé américaine, parce que la sortie cinéma, elle, s'était faite à l'origine quelques mois avant la diffusion télé américaine et en dehors des États-Unis. Et donc effectivement il y a
il y a un truc qu'on voit pas trop venir en termes de continuité par rapport à la dernière fois où on avait vu Baltar, dont on avait discuté dans la deuxième partie. En gros, dans la deuxième partie, il y avait Baltar qui discutait avec les Cylons tout à fait normalement et qui avait l'air assez dubitatif quant au fait que certains humains aient pu échapper à l'attaque dévastatrice des Cylons. Et voilà. Et là, d'un coup, sans prévenir, il y a le leader impérieux qui demande qu'on lui ramène Baltar, qui dit tous les humains n'ont pas été exterminés, et donc Baltar il est là, en même temps c'était l'idée, non, puisque j'étais censé pouvoir diriger ceux qui restaient. Et le leader impérieux il dit non, notre plan ça a toujours été d'exterminer tous les humains. Et là Baltar il dit et moi aussi. Et le leader impérieux ouais. Et dans la version ciné, Baltar se fait exécuter à ce moment-là. C'est-à-dire t'as un centurion Cylon qui dégaine son glaive et qui l'abat sur le cou de Baltar, et puis ça coupe, on voit pas la scène, mais voilà, on se doute que c'est fini, puis on le voit plus jamais. Alors que dans la version remontée pour la télé, ils ont utilisé une petite astuce de montage justement pour qu'il ne soit pas exécuté, puisque après qu'on voit le Cylon dégainer son épée, on revoit un autre plan mais qui est passé à l'envers, où on a l'impression que le Cylon remet l'épée dans son fourreau, alors qu'en fait c'est juste une scène qui passe à l'envers. Et puis ils nous remettent un plan de dos sur le leader Cylon qui fait face à Baltar, et comme là dans ce plan là tout le monde est immobile, ils peuvent leur faire raconter ce qu'ils veulent en fait. Ils ont réenregistré la voix off, qui est pas la voix off, qui est la voix du leader, mais comme il est de dos, on le voit pas parler. Voilà, on le voit pas parler. Et donc dans la version réenregistrée, il dit l'exécution est remise à plus tard. Voilà. Ce qui justifiera une autre scène dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, dans la version film, Baltar, c'est sa dernière scène. Dans la version télé, il a de la chance. On va dire ça il a comme un ça. petit sursis. Ouais. Mais enfin, il s'est quand même bien fait couillonner par les Cylons dans cette histoire. En même temps, quand on est traître, faut s'attendre aussi à traiter avec des gens qui sont pas clairs non plus. C'est marrant parce que c'est... Il a choisi son camp, le mec. Ah, ouais, c'est sûr. C'est pas loin d'être ce que lui dit le leader impérieux. Putain, il faut que je fasse gaffe avec ça. Tu peux arrêter, s'il te plaît, de faire cette faute? Oui. C'est impérieux et pas impérial. Ce qui n'a rien à voir. C'est important de le dire. Merci pour ta correction. Mais je compte sur toi pour me corriger. Je parle évidemment grammaticalement sur ce point-là, parce que je peux pas m'empêcher de dire leader impérial. Oui, c'est impérieux. Mais passons à la suite. Ok. Donc, ils sont dans une position sur leur vaisseau où il faut absolument qu'ils trouvent des ressources. Ouais. Et ils ont possibilité d'aller sur une planète qui s'appelle Carrion, où ils devraient normalement trouver des vivres et des ressources. Ouais. Donc, Starbuck et Boomer vont être envoyés. Est-ce que c'est ceux qui partent en premier ? Enfin, on voit pas trop. En fait, il y a plusieurs équipes. Il y a d'un côté, il y a Starbuck et Boomer. D'un autre côté, il y a Apollo et comment il s'appelle, Jolly, celui avec la moustache. Il y a aussi des pilotes de Viper qui survolent la planète. Enfin, on voit qu'il y a plusieurs équipes qui sont à la recherche comme ça de minerais, de choses comme ça. Donc, ils arrivent sur cette planète et là, surprise, ils tombent sur d'autres humains. Qui sont en train de faire la fête, qui sont complètement déconnectés de ce qui vient de se passer, qui sont même pas au courant finalement de la catastrophe qui vient de se passer. Et ils sont dans un genre de club med, coupé du monde, où ils peuvent boire, faire la fête, jouer, s'éclater. Et il y a une particularité à ce casino. Ah merde, tu recommences avec les questions. Oh, j'ai pas la réponse. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a. Mais tout le monde gagne. Personne ne perd. Oui. Ah oui, je croyais que tu attendais autre chose comme réponse. C'est juste ça. Donc, autant dire que Starbuck est complètement exalté de voir qu'il va pouvoir jouer, quoi. Il est content. Mais oui, parce que c'est quand même un personnage qui a un peu des vices.
Clairement, le jeu, oui, ça fait partie complètement de la personnalité de Starbuck. Il adore jouer. Ah ouais. Oui, ça fait partie aussi de son personnage. C'est pour ça d'ailleurs que son personnage est comme ça et qu'il est un peu tête brûlée et qu'il s'engage dans des fois des batailles que d'autres hésiteraient, quoi. Ouais. Ouais, complètement. En premier, il tombe sur une jeune femme qui est défoncée, je pense. Ah, je sais pas, tu le vois comme ça ? Peut-être. En fait, dans la version française, parce que je ne sais pas comment c'est dans la version originale, mais dans la version française, il y a un moment où il y en a un qui lui dit je pense qu'elle a fumé quelque chose, ou je pense qu'elle a pris quelque chose. Donc c'est pour ça que j'en ai déduit ça, quoi. Oui, non, c'est vrai que Boomer dit ça en VO aussi, et c'est vrai que la nana a l'air tout aussi exaltée dans la VO, hein, je te rassure. Ouais, elle est perchée, clairement. Donc il rentre à l'intérieur de cet endroit de jeu et de débauche. Et c'est là qu'on rencontre les chanteuses également. Oui. Puisqu'il y a un spectacle à ce moment-là. Ouais. Et elles sont 3 ou elles sont 4 ? 3. Elles sont 3. Et elles ont un faciès très particulier. Ah oui. Tu peux nous le décrire ? Elles ont plusieurs yeux. Alors non, pas 2, mais il me semble qu'elles en ont 3. Non, 4. 4 chacune. C'est ce que je viens de dire. Et d'ailleurs, c'est très bizarre à regarder. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est presque dérangeant. C'est pas plaisant, quoi. Ça fait vraiment. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont réalisé cette espèce de montage, d'ailleurs. Tu sais, toi ? Ça a l'air. J'ai pas trop de détails, mais ça a l'air d'être une prothèse, effectivement, où ils ont élargi le visage, où ils ont rajouté un œil de chaque côté, un œil supplémentaire de chaque côté, et une seconde bouche en dessous. Ouais. Qui bouge aussi d'ailleurs, donc ils ont dû bien galérer pour faire en sorte que les 2 bouches bougent. Mais ouais, c'est malaisant, c'est malaisant. Et elles ont des coupes afro, je crois. Ouais. Et non, c'est malaisant. Mais par contre, Starbuck, lui, il est complètement sous le charme. Oui. Il est déjà en train de s'imaginer qu'il peut être un petit peu leur manager. Il est déjà en train de s'imaginer comment il pourrait faire du fric. Et quand tu regardes ça, t'as presque envie de dire retombe. Alors non, pas retombe sur Terre du coup, mais revient à la réalité, quoi. Il part vachement vite sur des autres trucs, lui, hein. Ah bah oui, lui, là il voit juste un moyen de faire du fric, effectivement, ce qui est assez surprenant dans le contexte. Alors que Boomer, lui, tout de suite détecte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais Starbuck, il s'en fout. Mais alors ? Ouais. Et ça reviendra encore après, mais on en reparlera. Ouais. Mais alors, sur le côté dérangeant, en tout cas des chanteuses, moi je suis complètement d'accord, et j'irai même plus loin, j'irai jusqu'à dire qu'on est en pleine vallée dérangeante, ce qu'on appelle en VO l'Uncanny Valley, qui est une théorie qui a été émise en 1970 par un roboticien japonais qui s'appelait Masahiro Mori, qui expliquait que selon lui, plus on essaye, alors lui il parlait de robots ou d'androïdes, mais ça peut s'appliquer dans d'autres domaines, même pour du dessin. Ah oui, c'est plus on essaye de se rapprocher d'un visage humain, plus c'est malaisant. Exact. J'ai entendu parler. Voilà, c'est exactement ça. Plus on va vraiment essayer de se rapprocher, plus chaque petit détail différent va nous paraître horrible. En fait, c'est surtout ça la théorie, et je trouve que là on est en plein dedans, quoi. Et c'est, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire quelque chose d'un peu inhabituel, voilà. Et mais franchement, c'est moche. C'est pas mais beau, en même temps, il me semble que de toute façon, le cerveau humain, enfin, on a des réflexes primaires pour sélectionner les gens. Enfin, je devrais peut-être pas utiliser les mots là, mais c'est ça. C'est pas un choix réfléchi, c'est pas un choix de ton intellect, c'est vraiment un réflexe. Exactement, primaire, quoi. C'est une théorie effectivement avec laquelle on pourrait expliquer ce phénomène de vallée dérangeante, c'est qu'effectivement le cerveau humain depuis la nuit des temps est programmé pour qu'on repère le partenaire idéal, dans une idée de reproduction, de perpétuer l'espèce, et que le moindre défaut nous fait exclure ou pas. Ça peut être la base de cette vallée dérangeante, effectivement. C'est l'une des théories, mais il y en a plein apparemment.
Mais je pense que c'est la plus logique et la plus courante. Ok. Donc tout le monde est en train de jouer et on passe à la suite. Vas-y, je te laisse passer à la suite. Alors, on va revenir donc sur la surface de Carillon et cette fois voir le véhicule dans lequel se trouve Apollo Jolie, que je mentionnais avant, mais qui a un rôle quasi inexistant. Le moustachu. Oui, le moustachu, tout à fait. Et puis, mais il y a surtout Serena et Boxy et Muffet, enfin le robot d'Agit. Le robot d'Agit, qu'on ne doit pas appeler chien. Non. Et qui, rappelons-le, est incarné par un singe à l'intérieur du costume. Absolument. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est que, d'une part, un truc dont je m'étais jamais rendu compte avant, c'est qu'il y a plusieurs plans où on voit le véhicule, on a des plans extérieurs du véhicule. Si on fait pas très très attention, on se rend pas compte on voit des gens qui observent en fait les véhicules et qui sont complètement immobiles dans le plan. Et moi je m'étais rendu compte que, je crois que je les avais jamais vus avant de préparer cette émission. En même temps, maintenant tu l'as vu au moins 4 ou 5 fois. Ouais, là ça commence Ouais. Et ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on va surtout avoir un dialogue entre Apollo et Boxy. Concernant l'origine des Cylons. Oui, très intéressant parce que il met bien à plat, il explique. En fait, c'est très bien amené parce que tu as un adulte qui est bien au courant des choses, qui explique à un enfant. Et du coup, l'explication ne nous fait pas passer pour des idiots. C'est juste qu'on est en train d'écouter une explication faite à un petit gamin. Et elle nous sert, en fait, cette explication. Elle est vraiment bien appropriée à ce moment-là, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, tu sais quoi, je me suis rendu compte, et pareil, j'avais jamais remarqué ça avant, mais dans la version film, cette scène n'y est pas. Elle n'est que dans la version télé, et je trouve que ça n'a aucun sens parce que c'est un des dialogues les plus intéressants de tout cet arc narratif où on va apprendre que les Cylons étaient à l'origine une race reptilienne. Et qu'ils ont voulu créer la forme de vie qui leur paraissait la plus avancée, c'est-à-dire les humains, mais en les faisant plus grands et plus forts. Donc ça, c'est les centurions Cylons. Et que justement les robots ont également pris le nom de Cylons, comme les reptiliens d'origine, et qui eux ont disparu par contre depuis. Est-ce qu'ils ont disparu à cause des robots Cylons évolués? C'est une bonne question. Et ça, on pourrait y croire. Hein. Ouais. Ils se seraient fait dépasser par leur création. Mais je crois que c'est ce que Apollo dit, effectivement. Et Boxy lui pose la question, lui dit, mais nous, les humains, ça nous arrivera jamais. Et je crois qu'Apollo le rassure, il dit, non, c'est bon, nous, on fera pas cette erreur. Ouais, c'est ça. Et alors il y a 2-3 trucs amusants dans cet échange quand on y réfléchit, c'est que d'une part, c'est pas tout à fait vrai que les Cylons reptiliens ont disparu, puisque le leader impérieux, même si on le voit pas bien du tout, a l'air d'un reptile géant en vérité. Oui, c'est un peu paradoxal de dire qu'ils ont créé un humain super et puis au final. Et le chef, Ouais, ils n'ont pas une forme humaine. Non. Mais en même temps, ça nous aide aussi à savoir qui est qui, hein, parce que c'est quand même pas évident toujours de savoir dans quel camp est quelle personne. Alors bon, là, on est sur quelque chose de clair. Il y a les monstres et les humains. Bon. C'est à peu près ça. C'est vrai que c'est plus simple comme ça. Il y a un traître qui navigue entre les deux clans. Et oui, ça c'est pas mal non plus. Et l'autre côté amusant de cette déclaration, je trouve, d'Apollo, qui dit que les humains, eux, au moins, ne se laisseront jamais dépasser par leur propre création, je trouve qu'il y a un clin d'œil amusant par rapport à la version 2003 de Battlestar Galactica, où l'origine des Cylons est complètement différente de celle des années 70, où là, on nous dit que les Cylons ont été créés par les humains. Donc voilà, je trouve ça amusant. Et l'autre petit détail qui se cache derrière aussi ce dialogue, c'est le fait que les Cylons
tels qu'ils avaient été conçus à l'origine pour le Battlestar Galactica des années 70, ça devait être des reptiliens en fait. Ça devait être des ennemis à l'apparence reptilienne. Et quand la chaîne de télé avait appris ça, avait dit attendez quoi ? Vous allez tuer des formes de vie, ok, pas des humains, mais enfin des formes de vie quand même, à 1 heure de grande écoute, dans une émission familiale. Non, ça va pas le faire. Non, vous changez ça et les méchants, ça va être des robots, hein. Comme ça, on peut en tuer autant qu'on veut. Ça ne posera de problème éthique à personne. Ouais. Voilà. Donc voilà un peu ce qui se cache derrière cette origine reptilienne des Cylons. Donc on a les 4 personnages ainsi que Muffet dans le petit véhicule, genre véhicule lunaire un peu quand même. Ouais. Je sais plus comment s'appelle évidemment ce véhicule. Il a un nom, mais enfin le Landram, je crois que ça s'appelle. Et il s'arrête. Et là, le drame. Muffet s'enfuit. Et Bugsy, qui a reporté toute son affection sur ce robot chien, il est complètement perdu. Ouais. Donc il court derrière le chien, donc il sort, il court derrière, et là, il se fait enlever. Ouais. Et pendant ce temps-là, Apollo et Serena se font les yeux doux dans le Landram, pas inquiets pour un sou. Non, mais c'est tout à fait normal. Écoute, je trouve que quand tu vas sur une planète étrangère, oui. en temps de guerre, après une catastrophe comme ça, il est tout à fait normal de ne pas forcément s'inquiéter que ton gamin traîne à l'extérieur du vaisseau sur une planète inconnue. Moi, je trouve ça le fait bien. Ouais, ça se tient. Bravo, Serena. Respect. Je crois que Serena, elle avait déjà un peu morflé dans l'épisode précédent. J'avoue que c'est pas mon personnage préféré, mais peut-être que dans les épisodes suivants, elle remarquera des points. Peut-être. Auquel cas, je réviserai mon jugement. Ok. C'est promis, je ne suis pas fermée, je ne suis pas complètement intransigeante avec cette maman qui fait ce qu'elle peut, parce que bon, elle en a quand même pris plein la gueule. Muffet aussi d'ailleurs. Oui. Donc il se fait enlever par qui ? On ne sait pas vraiment, mais toi tu le sais. Oui, moi je le sais, mais parce que de toute façon, alors le montage est un peu étrange à ce moment-là, parce que on a cette scène où pendant quelques instants ils sont pas du tout inquiets, et littéralement 10 secondes après, tu les vois, ils sont hyper inquiets, ils cherchent Bugsy partout, et ils se font eux-mêmes enlever par les ovions. Les insectoïdes là, qui les conduisent devant leur reine qui s'appelle Lotay. C'est ça, exactement. Et quand même, à un petit moment, elle dit « Je veux savoir où est passé mon fils. » Et il a ce traducteur, Apollo. Ouais, il a cette petite tablette à voyant lumineux rouge. Ouais. C'est ça, qui traduit, si vous voulez retrouver votre petit, ne vous inquiétez pas, il est en sécurité. Est-ce que vous voulez le voir ? Oh, je sais pas, Zégite, mais cette question. Alors, ce traducteur qui s'appelle le Langatron, je crois que c'est la dernière fois qu'on le verra pour tout le reste de la série. C'est clairement pour moi un héritage de Star Trek, du communicateur de Star Trek qui sert aussi de traducteur en temps réel comme ça. Ils ont un peu pompé Star Trek sur ce coup-là. Ils ont dû se rendre compte que ça servait pas à grand chose, ou alors que ça se voyait que c'était vraiment la même chose que Star Trek. Donc c'est un truc qu'on reverra plus jamais. Voilà. Je voudrais ton avis sur cette scène, sur tout ce passage, parce que moi j'ai vraiment le feeling qu'il sert à rien. Dans le sens où, ok, Bugsy, d'abord Muffet, le Daggit, puis Bugsy se font enlever par les Ovions. Ensuite, on a également Apollo, Serena et Jolie qui se font également enlever par les Ovions. Tout ça, ok, t'es peut-être censé être inquiet pendant 30 secondes, mais ça va pas durer plus longtemps, puisque tout de suite après, il y a la reine des Ovions, donc Lotay, qui dit « Vous voulez retrouver le gamin ? Bah c'est bon, il est en sécurité, il est là. » Et ils ouvrent un mur et ils vont tous retrouver le gamin, le Daggit, il y a même Apollo et Boomer. Oui, au milieu de tous ces gens qui font la fête et qui mangent. Starbuck et Boomer, ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'on a fait un aller-retour complètement inutile en fait, parce que on va y revenir plus tard, mais
à ce stade de l'histoire, j'ai l'impression que ça sert à que dalle. Ouais, c'était peut-être pour les faire arriver vite dans les salles de jeu, je sais pas. Peut-être. Ouais, c'est un peu. Ouais. Je trouve ça un peu artificiel, mais c'est pas grave. Mais quand on sait ce qui se passe après, franchement, ça n'a aucun sens puisque tous ces gens vont repasser par globalement de nouveau la même situation à un moment, ou presque la même situation où ils vont découvrir que tout n'est pas si rose sur cette planète. Donc bref, voilà. C'était peut-être pour mettre un peu d'action. C'est pas impossible. Mettre un peu de tension effectivement rapidement dans cet arc. Ouais, c'est vrai, ça doit être ça. Donc ils se retrouvent tous là. Ouais. Et là, ça y est, la partie dramatique est terminée. À nouveau, partie plaisir. Oui, complètement. Et donc on voit, si je dis pas de bêtises, Starbuck qui est approché par Cassiopée et Athéna. Et Athéna et Cassiopée, et en fait, ils jonglent avec les deux dans un petit laps de temps. Et on peut pas s'amuser à flirter avec les deux. Donc il y en a forcément une qui va couper ce double jeu, quoi. Après, c'est une scène à vocation plutôt comique, en vérité. Quand on regarde bien, c'est pas comment dire. Enfin, moi j'aime bien la scène, mais parce que j'aime bien le regard de Starbuck quand il se rend compte qu'il est dans la merde, quoi, qu'il s'est fait capter, parce que il est bien content de fricoter avec Cassiopée. Et puis, par contre, le truc auquel il s'attend pas, c'est que Athéna vienne lui faire des excuses. Par rapport à une scène dont on a déjà discuté dans la partie précédente, et une scène d'ailleurs que j'avais dit qui ne figure pas dans la version film. Donc là, si on regarde le film, au niveau continuité avec Athéna, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si on se demande pourquoi elle vient s'excuser, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement. D'où elle s'excuse de. Enfin, perso, je vois pas en quoi elle a besoin de s'excuser. En plus, Starbuck est pas franchement un gars qui mérite... Enfin, bon, bref. N'entrons pas sur... Non, allez. On repart sur les extraterrestres. On est... On va pas se disperser. Non, mais on est d'accord que Starbuck n'est pas un mec correct de toute façon. À partir du moment où Athéna vient lui faire ses excuses, on voit au début qu'il est surpris, mais cet enfoiré, au lieu de lui dire écoute, maintenant je suis un peu passé à autre chose, non, il fait genre que ah oui, ok, c'est cool, on va peut-être pouvoir faire un truc ensemble. Et puis il y a Cassiopée qui se pointe, et puis du coup, il se retrouve comme un con. Et voilà. Et il y a Cassiopée qui lui dit quand même un truc que je trouve très bizarre, c'est qu'elle lui chuchote la prochaine fois tu paieras le prix fort. Elle lui avait peut-être fait un prix d'amis, ou elle lui avait peut-être fait gratuit, parce que finalement elle avait des penchants, elle était attirée par lui, ou peut-être que c'était un bon plan d'être proche de lui. Peut-être aussi qu'elle veut sauver sa mise, tu sais pas. Ouais, je sais. En fait, je trouve que cette réflexion n'est pas claire du tout, parce que j'avais cru comprendre dans la partie précédente que Cassiopée était très heureuse que Starbuck ne la voit pas comme une socialisatrice. Et donc, le fait qu'elle remette ça sur le tapis, surtout en disant ça, je comprends pas le sens de sa petite pique. Ou alors c'est juste pour le faire chier. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, c'est rien de grave. Ouais. Donc rappelons qu'il y en a quand même beaucoup qui sont passés du vaisseau à cette planète, parce que quand ils ont vu qu'il y avait une opportunité et qu'il y avait moyen de manger, de jouer, d'avoir du bon temps, de vraiment profiter, ils ont eu des autorisations de vol pour tous venir là, quoi. Ça y est, c'était la fête, ils réglaient tous leurs problèmes, quoi. Ouais, et il semble même que ce soit ce fameux sieur Yuri qu'on avait découvert dans la partie précédente, qui accorde comme ça des autorisations à tout le monde pour aller prendre du bon temps sur Carillon. Celui qui voulait pas partager ses vivres. C'est le même, ouais. Voilà. Ça a l'air quand même d'être un sacré tordu aussi, celui-là. Oui. Je dis ça, je dis rien. Tout à fait. Donc, on les voit vivre et bouger et profiter dans cet endroit. Et il y a des coloniaux qui prennent l'ascenseur pour aller à un étage différent
J'ai pas trop bien compris pourquoi, mais bon. Et là, ils disparaissent. Ouais, c'est ça. Enfin, ils voient. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont l'air de voir quelque chose d'horrible. Nous, on sait pas quoi. Et oui, et puis on peut tout à fait en déduire qu'ils disparaissent parce que je crois que il va y avoir 2 fois la même scène d'ailleurs. La deuxième fois ce sera avec Cassiopée. Mais ouais, il se passe des trucs pas clairs sur cette planète. Donc encore une fois, je pense que là le film essaie de construire un peu de tension pour qu'on se pose des questions, pour qu'on se dise qu'est-ce qui se passe, c'est quand même bizarre. En même temps, je rappelle, c'est un casino où tout le monde gagne. Hein. Mais bon. Voilà. Donc les gens peuvent disparaître en prenant l'ascenseur pour aller à des endroits. Voilà. Bon, admettons. On va admettre tout ça. Ensuite, la scène s'arrête et on passe directement sur Yuri, qui est là en train de se pavaner, et très content. Il souhaite arrêter de fuir. Voilà, dans sa tête, il s'installe là, il est bien, il a réglé le problème. Ouais. Voilà. Bah, il veut même faire plus ou moins la paix avec les Cylons. Hein. Il dit c'est bon, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont détruit ce qu'ils voulaient détruire. Maintenant, je pense que tout le monde est bien, on peut faire la paix. Et puis surtout, nous, on va rester là, quoi. C'est pas mal. Là. Et puis profiter, quoi. C'est la fête. Ouais. C'est la fête sans fin. Voilà. C'est théorie de l'hédonisme. On est bien. Et alors le mec. Il ne voit pas plus loin que ça, quoi. Non, bah non. Non, il y avait un gros problème, il l'a réglé, point. Voilà, on peut continuer. Ouais. Sauf que pendant ce temps, Adama, lui, il est dans le vaisseau, dans le Galactica, et il commence à être furieux parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. Ce qui est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a quelques scènes auparavant, qu'on a traitées dans l'épisode avant, il était presque à lâcher l'affaire. Oui. Et là, il reprend son caractère de personne sage, quoi. Il a la maturité, il a l'expérience pour dire non, c'est foireux. De toute façon, une planète qui vous accueille comme ça, c'est louche. On peut pas être dans la générosité et dans le don. Ça tient pas la route, il y a forcément un truc qui cloche derrière, il faut qu'on se méfie, il faut qu'on se protège, en fait c'est du bon sens, quoi, tout simplement. Et ce que veulent faire les membres du Quorum des 12, a priori, donc après le départ d'Adama, qui est complètement furax, effectivement, d'apprendre qu'ils envisagent de rester là et d'arrêter de fuir les Cylons, le Quorum des 12 se dit ouais bon, ce serait peut-être quand même bien de demander l'avis du peuple. Ah, mais comment on va faire ça? Alors Yuri, il a une super idée. Il dit vous savez quoi, les 3 jeunes gens là qui nous ont dégagé le passage pour arriver jusqu'ici, qui ont déminé le passage de Madagon, on va organiser une cérémonie de récompense, et puis comme ça, comme tous les gens seront réunis là, on va en profiter pour leur demander s'ils veulent voter pour rester ici. Et Adama, on sait pas trop comment, mais le film avance un peu plus vite. D'ailleurs, il y a aussi une scène dont on va pas vraiment parler, mais qui n'est encore une fois pas dans le film, mais qui est dans la version télé, où on a une discussion entre Adama et le colonel Tai dans les quartiers privés d'Adama, où Adama se demande pourquoi il y a des exploitations minières sur cette planète. C'est une scène qui apporte, pour être franc, pas grand chose. On nous dit que ça pourrait être lié à Baltar en fait, mais bon bref. Ce qu'on va surtout savoir rapidement ensuite, c'est qu'Adama est au courant donc de cette histoire de cérémonie de récompense, et qu'il se sent lui-même espionné sur son propre vaisseau, puisqu'il ne fait plus du tout confiance à Yuri et au Quorum, et donc il convoque le colonel Tai dans des circonstances un peu inhabituelles pour lui parler de son plan. Bah oui, tout à fait. Et le plan, il est de faire en sorte qu'à la cérémonie, il y ait de faux coloniaux. Ouais. Non. Oui, si. Ouais, des pilotes en fait surtout. C'est de faire croire que les pilotes sont à la cérémonie, alors qu'en fait, pas vraiment. Voilà. Et comme ça, il garde sous le coude les pilotes au cas où il se passe quelque chose, il pourra contre-attaquer. Parce qu'en fait, il a peur qu'en amenant tout le monde sur cette planète, ils se fassent attaquer, puisque là ils seront vraiment fragiles et pourront pas se défendre. Donc il prévoit une espèce de plan B sans en avertir ses supérieurs,
Et il y a toute cette histoire de costumes. Il vole des costumes pour donner des costumes, des uniformes. Hein, les uniformes beiges qu'on voit tout le temps. Ouais. Il les vole pour pouvoir déguiser, en fait, des civils. Oui. Pour qu'on ait l'impression que tous les soldats soient à la Réunion. Pour pouvoir lui-même garder les soldats, pour pouvoir les envoyer combattre, parce qu'il est quasiment sûr qu'il va se passer un truc. Bah oui, ouais. Il est malin, ce Adama. Hein. Heureusement que c'est lui qui a la tête de la flotte, hein, parce que sinon, avec les autres, on est mal barré. Parce qu'il a évidemment pas tort. Bah, c'est logique. En même temps, c'est logique, quoi, parce que s'il se passe rien et que le film s'arrête là, j'ai envie de te dire... C'est vrai aussi. C'est ça. Mais il y a quand même le mensonge d'Adama va assez loin, puisqu'il va même mentir à son propre fils au point de le décevoir, puisque Apollo ne comprend pas pourquoi son propre père ne vient pas assister à cette cérémonie de récompense. Bah, c'est-à-dire que Adama, il est tellement convaincu que ce qu'il fait est pour le bien de sa communauté, qui passe par-dessus ses intérêts personnels. Il devrait être super réglo avec son fils, mais il sait que s'il fait ça, il peut mettre en danger sa communauté, alors il va vraiment à chaque fois choisir le bien commun, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est le gars droit jusqu'au bout, hein. Je pense que c'est ce qu'il représente, quoi. Ah, totalement. C'est le, je sais pas comment dire, c'est la moralité ultime quelque part. Ouais. Mais bon, la scène est dure, hein, moi je trouve, avec Apollo, quand Apollo lui dit, mais enfin père, c'est quand même un moment important pour moi, je comprends pas et tout. Et non, il lui dit pas, quoi. Et après, quand il explique au colonel Tai, oui, bah je pouvais pas lui dire parce que je le connais trop bien et je sais qu'il aurait voulu rester là. Ouais, si en fait, il a pas tort. Ça tient, ouais, non, ça tient la route, non, c'est vrai. Il n'a pas tort, quoi. Donc, il y a tous ces soldats qui sont des faux soldats et qui vont être, qui se regroupent et qui commencent à être bien présents pour la cérémonie. Et là, il y a Boomer qui dit à Apollo, mais c'est qui ces gars? Je les reconnais pas. Alors Apollo, mais il s'en tape comme de l'an 40, hein, clairement. Je sais pas si je sais pas si t'as fait gaffe. Je pense que tu veux dire Starbuck, parce que Apollo lui aussi, mais c'est pas dans la même scène. C'est difficile de suivre avec tous ces gens, hein. Ils sont tous habillés en beige aussi, on me facilite pas la tâche, hein. Oui. Puis ils ont tous des prénoms, tout ça. Enfin bref. non, mais j'ai bien compris, parce que ça sera pas la première ni la dernière fois que je me planterai sur les prénoms, hein, de toute façon. C'est pas grave. Que ce soit clair. Mais t'as raison, Starbuck s'en contrefout, enfin jusqu'à un certain point. Voilà, donc son coéquipier, je vais dire comme ça, son coéquipier lui dit t'as vu ces gens-là, je les connais pas et pourtant c'est bizarre, quoi. Donc Starbuck s'en contrefout et lui dit c'est bon, lâche-moi avec tes trucs. Il lui dit non mais regarde, tu devrais les connaître. Mais non, pourquoi je devrais les connaître? Bah, ils portent quand même les uniformes de notre escadron. Ouais, voilà. C'est là qu'il commence à jeter un œil. Ouais. Il sort de sa torpeur et de ses délices, hein, et de sa fête, et il dit mais ok. Et là, d'un coup, hop, il passe tout de suite dans le rôle du bon soldat. Ah, tout de suite, action. Ouais. Et il se barre. C'est ça, direct. Donc l'autre qui avait repéré de se vis cacher sur les gens, on le voit plus, et celui qui en avait rien à foutre, hop, d'un coup, ça y est, c'est lui qui va régler, c'est lui qui s'occupe de ce problème, quoi. Bon, admettons, on n'est plus à une admission près, je crois, hein. Malheureusement pour Boomer, Starbuck est un personnage plus important que Boomer, et donc même si c'est Boomer qui avait raison depuis le début, c'est effectivement Starbuck qui va avoir un peu toute la gloire à partir de là, quoi. Oui. C'est un peu dégueulasse. Moi, ça m'a sauté aux yeux aussi. Ouais. Je dis, c'est quand même... il a quand même un peu limite, ce mec. Mais bon, il est limite avec tout. Donc, allez, il est aussi limite avec ça, voilà, pourquoi pas. Donc, il s'accapare la gloire d'avoir repéré ces gens, après, quand ils en parleront dans une scène suivante. Mais bon, voilà, bref. Et... non, mais c'est... Enfin, bon, moi, ça me fait bizarre, en fait, de voir qu'il triche comme ça tout le temps, alors que c'est un des personnages que, normalement, on devrait
trouvé un peu sacré, un peu, enfin voilà quoi, comme Adama quoi, un vrai soldat, pas Starbuck, droit et etc. Pas Starbuck. Bon. Bah ouais, c'est ce qui fait Starbuck quoi. Voilà, et puis c'est ce qui apporte aussi un peu de richesse au perso, parce que celui qui finalement est au même niveau qu'Adama, bah c'est son fils, c'est Apollo qui a les mêmes valeurs et tout, et celui qui est un peu plus déviant, gentiment déviant, c'est Starbuck. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il va un petit peu fouiller aux alentours et un petit peu dans les couloirs de cet endroit festif quoi. Avec pour aller Apollo, voir ce qui se cache vraiment. Pardon ? Avec Apollo, parce que là ils ont suivi des chemins un peu différents depuis le début de cet arc, mais là ça y est, ils se retrouvent. Le duo est reformé, ouais, et c'est vraiment les deux qui vont enquêter, pendant que Serena se demande où est son gamin. Je suis sûr que t'as relevé. Oui, non, moi j'ai abandonné. Serena, c'est pas possible, okay. On n'y arrivera pas avec elle. Vraiment, je lui souhaite vraiment de reprendre un petit peu plus d'aplomb dans les épisodes suivants, parce que là vraiment elle est maltraitée en tant que maman. Celui qui a écrit le truc, donc soit il a pas d'enfants, cool. soit il s'est jamais occupé de ses enfants. Je sais pas, je sais pas, j'ai pas compris. Enfin bref, continuons. On va pas rentrer dans les détails là. Ouais. Continuons. Ok, alors la grande révélation, le twist incroyable qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'en fait les Ovions étaient des alliés des Cylons, et que ces salauds d'Ovions vont voir les Cylons pour leur dire ça y est, c'est bon, on les a comptés, ils sont tous là, vous pouvez lancer l'attaque. Incroyable retournement de situation, et puis tout ça va s'enchaîner très vite, puisque Boxy va tomber nez à nez. Enfin d'abord Apollo et Starbuck vont voir les Cylons, et puis Boxy va tomber nez à nez avec les Cylons, ce qui va déclencher une fusillade. D'ailleurs Boxy... c'est la merde quoi. Ouais, c'est action. On est dans la phase action-réaction. Il faut, on tire, on fuit, on va libérer. Et il découvre le secret. Eh oui. Ah oui, alors c'est quoi le secret ? Parce qu'il y a un secret. Quel est ce secret ? Eh bien, en fait, bon, les Cylons, on a compris, ils sont méchants. Voilà. Ouais, et les Ovions, qu'est-ce qu'ils nous voulaient ? À nous, les pauvres petits humains. Parce que oui, moi, je prends le clan des humains, tu vois. Ok, pas bête. Quand je regarde ça. Eh bien, ils voulaient nous manger. Oui. Ouais. Pourquoi pas ? Ils attiraient les humains avec leur possibilité de nourriture ou d'énergie et de réserve. Et de casino. Voilà, pour nous endormir et nous bouffer. Et les gens qui disparaissaient en prenant l'ascenseur et en allant dans les couloirs, c'était pour être mis au sous-sol dans les réserves, quoi. Hein, ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est à peu près ça, hein, dans les stocks. On le voit pas, il n'y a pas de scène graphique où on voit un Ovion en train de bouffer un humain. Mais enfin, non, ça y ressemble. Ils le disent. Ils le disent. Il y a une phrase, en tout cas c'est sûr. Je l'ai pas relevé, je l'ai pas noté, mais je l'ai entendu. Ok. Ils nous bouffent. Il y a comme plein de petites alvéoles au sous-sol où c'est qu'ils rangent tranquillement les humains pour plus tard. Donc voilà. Donc tout ça, on le découvre en même temps que la bataille. Hein. Parallèle... à peu près. C'est ça qui est le... Complètement, parce qu'en parallèle de ça, il y a le leader impérieux qui a lancé l'attaque sur le Galactica. Donc effectivement, les choses s'enchaînent. Enfin, comment dire... Merde, comment on dit ? Tout s'enflamme et tout se propage. Et en fait, on arrive à la grande bataille finale, quoi. Ouais, c'est ça. Et Adama avait bien vu le truc. Oui. Donc ça tombe bien parce qu'il avait gardé plein de petits soldats en réserve. C'est ça. Qui viennent filer un coup de main à Apollo, à Starbuck, à Boomer, tout le monde qui se bat là. Et donc il y a les soldats qui viennent encore rajouter pour se battre. Oui, parce que pendant ce temps-là, ainsi que la moustachu. Effectivement, Jolie et les autres pilotes qui étaient restés en secret sur le Galactica sont venus poser tous les Vipers sur Carillon pour que finalement, en fait, les seuls qui n'étaient pas au courant, c'était Apollo, Boomer et Starbuck. Mais au moins, ils peuvent tout de suite prendre leur Viper et aller participer à la bataille.
Voilà, il y a du renfort. Ouais. Non, c'est bien pensé, hein, Dama. C'est comme tu disais, ouais, c'est la tête pensante et la sagesse. Ouais. Nickel. Heureusement que c'est lui. Il y a une scène dont je voulais parler, je reviens juste un tout petit peu en arrière, il y a une scène que j'aime bien dans la fusillade qui a lieu dans les sous-sols, c'est que d'une part on voit bien que à chaque fois qu'il y a un tir de laser qui est tiré, on voit que les murs prennent feu. Parce que le thallium, thylium en VO, enfin bon, ça change pas grand-chose, s'enflamme au contact de ces tirs de laser. Et donc ça, c'est un petit élément qui va resservir plus tard. Et puis dans la grande scène de la fuite, il y a quand même la traversée du pont. Moi, j'aime bien ce plan. Parce que cette fameuse traversée du pont. Ah oui. Est-ce que c'est dans cette traversée qu'ils ont eu tellement de mal à faire aller d'un bout à l'autre le petit Muffit? Alors c'est ça, il y a eu 2 problèmes en fait avec cette traversée du pont. Tu voulais en parler, hein? Ah oui. Allez, vas-y, parle-nous du faux chien qui en fait est un singe. Absolument. J'adore ce personnage. C'est vrai? Ah bon? Bah oui. À chaque fois que je le regarde, je me dis, dedans, il y a un singe. Ils ont scotché au scotch gris, c'est peut-être pas ça, hein, je dis des conneries, mais ils ont scotché au scotch gris un costume de chien sur un singe, mais c'est inhumain. Et bah bien sûr que c'est inhumain puisque c'est un singe, mais c'est horrible, la pauvre bête. Ouais, c'était pas top. C'est pas drôle. Non, c'était pas top pour le singe, mais les singes se sont pas laissés faire. Hein. Ils étaient 2, mais... D'accord, je savais pas. J'avais pas cette info. Il y avait un mâle et une femelle, mais bon, a priori, c'est quand même plutôt la femelle qui a fait, je crois, 80 à 90% des scènes de toute la série. Bah oui. Logique. Et ils se laissaient... Franchement, ces singes, ils ont fait perdre un temps hallucinant sur les tournages parce qu'ils se laissaient pas faire, parce que l'un des trucs qu'ils faisaient tout le temps, parce qu'ils crevaient de chaud dans ce costume, c'est qu'ils enlevaient le casque en fait en permanence. Normal. Normal. Mais franchement, ils pouvaient pas changer le scénario depuis le départ. Ils ont vu que les singes ils voulaient pas mettre leur putain de costume. Bon le gamin il a perdu son chien, on lui offre un singe, point. Ouais, non, ça avait été écrit comme un chien, fallait que ce soit un chien robot, et il fallait trouver une solution, et bon, ils ont trouvé celle-là. Mais non. Donc la passerelle, parce que je te coupe. Alors ce qui s'est passé, il y a 2 choses, parce que ce décor du pont, il a été construit exprès dans un des studios d'Universal qui permettait d'avoir une grande hauteur par rapport au sol, parce que le pont, et ça se voit à peine dans le film parce que finalement la scène passe très vite, mais ce pont, il est véritablement à 12 mètres de haut par rapport au sol. Et 2 soucis, c'est d'une part le petit gamin Noah Hathaway qui joue le rôle de Boxy, il a eu beaucoup trop peur, le pont était beaucoup trop haut, donc il a refusé, et on a embauché un peu en dernière minute un acteur de petite taille pour le remplacer. Alors ça se voit quasiment pas parce que de toute façon on le voit ou de loin ou il est quasiment hors du cadre, mais voilà, c'est pas le vrai Boxy qui court sur ce pont, c'est un acteur de petite taille. Et effectivement, l'autre souci qu'ils ont eu, c'est Ivy, la chimpanzé, dans le costume du Daguit, qui a été effrayée par les explosions, parce qu'à ce moment-là, ça se tire dessus de tous les côtés, ça explose un peu de tous les côtés, et Ivy, quand elle a traversé le pont, elle a détalé encore plus vite à cause des explosions, et elle a grimpé sur un morceau de décor en forme de roche, et elle a refusé de descendre. Alors je sais pas exactement pendant combien de temps, mais apparemment ça leur a pris un sacré moment de faire redescendre le singe de là, parce que voilà, le singe avait eu peur, et il était bien là-haut et à un endroit où il était pas du tout censé aller, et voilà, ça leur a aussi fait perdre un temps dingue, quoi. Ah non, mais oui, non. Sinon la scène est jolie, hein. Moi j'aime bien, c'est vraiment un de mes passages, visuellement c'est un de mes passages préférés, parce que je trouve on sent qu'il y a de la profondeur, on sent c'est un vrai pont, il y a une vraie scène d'action, de course-poursuite, il y a des explosions, c'est vraiment un de mes passages préférés
de toute cette partie-là, ouais. Donc c'est bon, t'es revenu sur ce que j'avais oublié de te laisser dire. C'est pas toi qui as Quelle oublié. belle formule. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est bon, on peut revenir à la bataille finale, effectivement. Les chasseurs Viper décollent et là, on a une grosse bataille. Une grosse bataille. Et on voit plein de vaisseaux. Et plein de tirs. C'est génial. Tu te régales. Ah bah oui, c'est ce que je préfère. Alors tu en parleras beaucoup mieux que moi. Par contre, j'ai pas grand chose à dire dans le sens où voilà, c'est effectivement une bataille. Les Cylons, c'est marrant parce que dans les premiers plans, ils sont très très sûrs d'eux, ils attaquent le Galactica et disent ouais, c'est bon, ils ont même pas eu le temps de faire décoller leurs chasseurs et voilà, ils sont complètement sûrs de leur coup et de leur victoire. Et puis d'un coup t'as tous les Vipers qui débarquent. En plus t'as un super plan où il y a je sais pas combien de Vipers dans la même image, mais il y en a franchement il y en a un paquet, il doit y en avoir 20, 30, je sais pas combien. Et là 27 exactement. C'est vrai? Ok. Je n'en crois pas un mot, mais ok. Et voilà, et la bataille, enfin les Cylons se font complètement balayer et j'aime bien parce qu'on va de temps en temps sur le leader impérieux qui donne des ordres jusqu'au moment où t'as un centurion qui lui dit non mais il y a plus rien, il y a plus de chasseurs, il y a plus de raiders Cylons, c'est fini, on a perdu. Et le leader il comprend pas. Il veut pas admettre sa défaite, hein. Bah non, parce que son plan était parfait. En théorie. En théorie. C'est ça. Alors la bataille est terminée. Adama rappelle ses troupes parce que il est temps de partir. Je crois même qu'il dit que c'est pour pas gaspiller les ressources. Hein. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller poursuivre la base Cylon qui se trouve de l'autre côté de la planète. Allez, on récupère et on se casse. Du coup, est-ce qu'ils ont réussi à en récupérer des ressources sur Eh ben. Pour être franc, ils en parlent jamais. Bah ouais, parce qu'à la limite, ils auraient pu aller pomper un peu tout ce qu'il y avait. Les Ovions voulaient les bouffer, donc de toute façon, là, il n'y a plus de morale, quoi. Tu peux aller leur taxer tout ce qu'il leur reste. Ouais, mais c'est trop tard, dans le sens où... oui, c'est vrai. Le thallium a pris feu. Oui. Donc ils vont faire exploser cette planète de toute façon. Bah elle va exploser quoi qu'il arrive, puisque le thallium, le thallium est en train de s'enflammer dans les sous-sols de la planète, voilà. Ce qui donne une idée à Apollo. Ah. Oui, parce que les deux seuls chasseurs Viper qui ne rentrent pas sur le Galactica et donc qui désobéissent aux ordres d'Adama, ce sont ceux d'Apollo et Starbuck. Bah oui, et Apollo a une idée derrière la tête. Il veut faire croire qu'ils arrivent avec une grande flotte pour que tous les Ovions se mobilisent à un endroit précis pour Cylons. contre-attaquer. Les Cylons ? Ouais, plutôt les Cylons. Ils sont pas tous ensemble sur la planète ? Mais les Cylons, ils les ont pas tous un peu tués ? Alors ils ont tué tous les chasseurs, Cylons, mais tout ce qui reste, les Ovions, on s'en occupe plus à ce stade-là. Je tiens à préciser quelque chose. Parce que là, j'ai l'air de bafouiller et de batailler quand on en parle. Mais je vous jure, dans le film, c'est pas plus clair. Hein. non, c'est pas plus clair du tout. Hein. Je tiens quand même à rajouter ça pour ma défense. C'est vrai qu'on passe très rapidement d'un truc à l'autre. Les Ovions qu'on nous a présentés comme une menace majeure pour les humains puisqu'ils les bouffent ont vite été zappés en fait par l'attaque des Cylons, et à partir de là on se préoccupe plus jamais des Ovions. Ils n'ont plus aucune importance dans cette histoire. Ouais, franchement c'est pas évident et c'est pas clair quoi. Non, j'avoue. Donc les Cylons, ceux qui étaient dans les chasseurs, ceux-là, ils sont tous morts, mais il reste la base des Cylons qui est de l'autre côté de la planète Carillon. Ouais. Okay. Et c'est à ça que veut s'attaquer Apollo, parce qu'il a un plan complètement fou, parce que attaquer toute une base énorme comme ça avec seulement 2 petits chasseurs Viper, en théorie, c'est impossible. Tout à fait. Donc ils vont faire croire qu'ils sont nombreux. En faisant de faux appels à la radio. C'est pas une radio, mais bon, bref. Oh, si. Ouais, si, quand même, c'est une radio, tu crois ? Ça peut, ouais.
en faisant de fausses réponses pour faire croire qu'ils sont plein d'équipes et qu'ils arrivent, en donnant des noms de couleurs à chaque équipe. Ouais, ils inventent l'escadron violet, l'escadron orange, je sais plus. Il y a même Apollo qui est obligé de calmer un peu Starbuck à un moment. Il dit c'est bon, on est assez. On est assez. Je te rappelle qu'on est 2. mais les Cylons, eux, ils entendent tout ça. Et oui, parce qu'ils arrivent à décrypter et à intercepter les. Mais en fait, Apollo l'a fait exprès. Depuis le départ, ils arrivent à intercepter leur conversation. Je sais pas, je suis pas sûr. Non, parce que là, il y a Apollo qui le dit clairement à Starbuck, il le dit branche-toi sur la fréquence des Cylons, tu vois. Donc il fait vraiment en sorte que leur message soit intercepté. Là, c'est fait exprès complètement. Donc ils sont regroupés, tous à un endroit, en attendant les attaques, et il s'avère que l'attaque est juste menée par Apollo et Starbuck. Ouais. En fait, l'idée, c'était que la base Cylon se rapproche de la surface de la planète Carillon pour se cacher, pour échapper donc à l'attaque des différents escadrons de Viper, qui n'existent pas. Et au dernier moment, quand les Cylons se rendent compte qu'en fait il n'y a que 2 chasseurs Viper qui arrivent, bah il est trop tard parce que les 2 chasseurs Viper mettent un gros coup de boost et quittent complètement la surface, enfin pas la surface mais l'atmosphère de la planète Carillon, qui est sur le point d'exploser à cause de ce fameux thylium qui est en feu. Et bah la planète explose et la base des Cylons avec. Voilà. Bravo Apollo pour ce plan ingénieux. Un plan qui s'est déroulé sans accroc. Oh, joli. Et sans cigare cette fois-ci. Non, et quasiment pas. On le voit moins peut-être que dans la seconde partie, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, tout est pété, c'est bon, on est tranquille, on peut revenir sur le Battlestar. Tout le monde est sain et sauf. Oui. Ok, ça c'est bon. Ils ont sauvé aussi Yuri, qu'ils auraient pu laisser crever là-bas, mais non. Alors, on sait pas. Ah, moi je dis que si. Tu penses ? Parce qu'on le reverra jamais. On le revoit jamais ? Non, on le reverra jamais. C'est pas une grosse perte. C'est clair. Excellent. Par contre, moi j'ai cru qu'ils avaient sauvé tous les humains. En théorie, oui. Donc je l'ai mis avec. Il reste humain, malgré que ce soit un drôle de gars. Non, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est en fait, je pense qu'on peut le comprendre comme ça. C'est vrai qu'on nous parle d'aucune victime théorique. Non. Donc là, c'est vraiment un fiasco en fait l'attaque des Cylons. Ils ont vraiment fait de mal à personne. Au final, il y a que les Ovions qui ont morflé dans l'histoire parce qu'eux, ils ont tout perdu par contre. Leur planète, tout. Voilà. Bon, c'était un mauvais deal. Ouais. Et donc l'épilogue de ce film qui dure quand même 2 heures. En tout, oui. En tout et pour tout. Un peu plus même. La version télé est un poil plus longue d'ailleurs que la version ciné. Je crois qu'il y a 5 minutes de plus. Et donc on retrouve notre fameux Baltar, le traître, dans les antres des Cylons. Alors on sait pas trop. Pour le débrief. Pardon. On sait pas trop où ça se passe parce que la dernière fois. Mais ça va là. J'ai pas cité de lieu. C'est chez eux, ça se voit. Enfin, ça a l'air d'être chez les Cylons, quoi. C'est ça. Mais quand on y réfléchit, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, évidemment, il y a un sens derrière que je vais expliquer après avoir décrit la scène. Mais quand on y réfléchit, quand on a vu Baltar, c'est-à-dire quand il a été épargné, enfin pas épargné, mais surtout quand son exécution avait été remise à plus tard, c'était logiquement dans la base des Cylons qui vient d'exploser là. Ah ouais, toi tu dirais ça ? Bah oui, puisque c'est le leader. Mais moi je crois que les chefs ils sont jamais vraiment au milieu de la bataille, ils sont toujours dans un coin, tranquilles. C'est pas eux qui sont au cœur, quoi. Donc moi ça m'étonne. Alors, je suis d'accord. Ouais, donc moi je me dis qu'ils sont à côté, soit dans un vaisseau à part, soit sur un je sais pas quoi. Mais ça m'a pas choqué, je me suis pas dit tiens, pourquoi ils sont pas morts tous, quoi. Ta théorie se tient, et en théorie, ça aurait dû être ça, je pense. Sauf qu'ici, on nous explique au début de l'épilogue qu'on a affaire à un nouveau leader impérieux. Ah, alors explique-nous pourquoi c'est un nouveau leader impérieux et que c'est pas le vieux. Parce que là, je pense que c'est important de l'expliquer. Moi, j'avais pas percuté. En vrai, c'est un détail qui n'a aucune importance. Ah, ça n'a aucune importance. Mais non, alors passons à la suite. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour ça que je dis que quelque part, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que
avant, quand l'exécution de Baltar est remise à plus tard, le leader impérieux et Baltar se trouvent dans la même pièce, au même endroit, donc sur la même base. Or, je pense qu'on est censé imaginer que pendant tout ce qu'on vient de voir, tout ce qui s'est passé sur Carillon, en fait, Baltar a été transféré à un autre endroit. C'est la seule explication logique pour le fait qu'on le retrouve dans cet épilogue à la fin, avec un nouveau leader impérieux qui se présente comme nouveau leader et qui dit « Mon prédécesseur, vous avez condamné à mort, mais moi j'ai décidé de vous épargner ». Et de vous confier la mission de retrouver le Galactica et surtout de négocier une trêve avec les humains. Et pour ça, je vais vous confier toute une escouade de Cylons ainsi qu'un nouvel acolyte, un nouveau bras droit Cylon. Et c'est là qu'on voit l'entrée de Lucifer, le nouveau modèle Cylon, qui est littéralement la dernière image du film. C'est ça. Donc c'est un personnage un peu plus grand en hauteur que les humains, avec un crâne pointu, violet. Ouais. Violet pailleté. Oui, c'est très étrange comme effet. Un truc un peu magma comme ça. Moi, je trouve que ça rend plus ridicule qu'autre chose, mais ce n'est que mon avis. Ça fait cheap. Ouais. Donc voilà, le film se finit comme ça et on a hâte de voir les épisodes suivants. Alors, il y a une explication derrière cet épilogue. Une explication très importante, parce que cet épilogue ne figurait pas dans le film d'origine. Oui. Alors pourquoi est-ce que Baltar a été épargné ? Pourquoi est-ce qu'il a eu un espèce de sursis ? Parce que à la base, il devait mourir dans la première scène. Là, dans notre Analytica numéro 3, qui est la troisième partie de ce film, on a commencé en disant Baltar a du sursis. Mais à la base, il était mort, on n'en parlait plus. C'est vrai. Donc ils ont changé cette option. Ils ont changé cette option et ils ont rajouté donc cette scène à la fin qu'ils ont retourné spécialement, donc un peu après, pour établir que finalement Baltar va rester en vie et va devenir quelque part le grand méchant. En fait, l'idée c'est ça, c'est que Baltar va devenir le grand méchant de la série. C'était pas ce qui était prévu à la base. Ils avaient prévu que les méchants de la série ne soient que des Cylons, que Baltar ne soit présent en gros qu'au tout début de l'histoire en tant que traître qui a trahi finalement toute l'espèce humaine, mais qui disparaisse assez rapidement, qui soit exécuté puisque la scène existe, et qu'après, à partir de là, les méchants ne soient que des Cylons. Mais ils ont jugé au moment du lancement de la série que ce serait finalement peut-être mieux de garder Baltar comme grand méchant de la série, d'où le rajout de cet épilogue avec un nouveau leader impérial. Alors je dis nouveau et je disais que ça n'avait aucune importance parce qu'en vrai ils ont utilisé exactement la même marionnette que l'ancien leader. J'ai de nouveau dit leader impérial. Non mais tu sais, ça fait comme le pape est mort, voilà le nouveau pape quoi. Mais c'est clairement ça. Ça a été aussi vite. C'est pareil. C'est ça. Et comme c'est la même marionnette qui lui sapait pareil, et qu'en plus on le voit toujours pas de près parce qu'il est toujours aussi moche. Il y a que si, comme toi, on l'a vu 5 fois, qu'on repère le truc là. Sinon, ça passe comme une lettre à la poste. Et si t'avais pas écouté Analytica numéro 3, tu le saurais même pas. Oui, ou peut-être t'es très 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 fort, toi qui nous écoutes, et tu le savais. Et il y a qu'à moi que ça n'a pas fait cette révélation. Mais voilà, bref. Non mais en vrai, franchement, même moi, je ne comprends pas pourquoi ils se sont cassés la tête à écrire un dialogue pour expliquer qu'il y a un nouveau leader impérieux qui remplace l'ancien. Ça aurait très bien pu être l'ancien qui avait foutu le camp avec Baltar et qui avait changé d'avis, tu vois. Ça marchait pareil. Mais bon, bref. Voilà. Baltar qui prenait un coup de sabre n'a pas pris un coup de sabre. Non, finalement non. Il s'en sort bien et il a le droit de revenir pour le reste de la série. C'est ça. Ils ont tourné la scène à l'envers, il a rangé son sabre et finalement, Baltar est sain et sauf. Ouais. Je suis pas loin de la vérité, c'est pas ça ? C'est ça, c'est complètement ça. Mais je vais pas te faire partir là-dessus parce que sinon on va encore durer un quart d'heure sur un truc que tu as dit toi-même, c'est pas moi qui le dis, que ce n'était pas forcément utile à la suite et que c'était un détail. Non, le changement de leader est un détail, mais le fait de garder Baltar est important finalement parce qu'ils ont complètement modifié l'équilibre de la série, de la suite de la série par rapport au plan d'origine. Mais je pense que c'est une bonne idée de garder Baltar.
Je pense que c'est une bonne idée de garder un humain. Oui, oui, je vais pas forcément porter un jugement, je vais juste te dire que c'est plus facile d'haïr un autre humain. Mm-hmm. Au même titre que tu auras du mal d'avoir de l'empathie pour des robots. Et bien là, un humain méchant, tu le détestes encore plus qu'un robot méchant, parce qu'un robot méchant, c'est logique. Tu vois ? Oui, c'est logique, c'est admissible. Ouais, il n'y a rien de... Voilà, alors que là, l'humain qui trahit tout son peuple, tu vas vraiment le haïr. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Bon, bref, allons-y, continuons. Alors, donc, on a fait un résumé de cette dernière partie. Le film, on l'a traité dans sa totalité. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter maintenant, après tout ce qu'on vient déjà de dire ? Alors, je vais terminer effectivement cette histoire de version ciné versus version télé, parce que, comme je le disais, le film, à l'origine, est sorti au Canada. Je crois que c'était surtout au Canada, hein, et un peu en Europe ou en Amérique du Sud, mais je crois que c'était le test, c'était de le sortir au Canada, dans les salles de cinéma, pour un peu avoir les retours aussi du public, pour retravailler le téléfilm qui a ensuite été diffusé à la télé américaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand la série s'est terminée, quand la série complète s'est terminée, ils ont encore une fois ressorti le film au cinéma, mais cette fois aux États-Unis, donc en 1979, avec un nouveau montage, un deuxième montage en fait. Et en 1980, il y a eu encore des remontages, c'est-à-dire toute la série a été remontée sous la forme de téléfilm, et il y a encore eu un troisième montage de ce film. Donc, il existe globalement apparemment au moins 3 voire 4 montages différents de ce film. Moi, j'ai pas arrêté de dire que sur le Blu-ray j'avais la version ciné et qu'en DVD j'avais la version télé. Je dis ça parce que sur le Blu-ray, en fait, j'ai une image en 16/9, alors que sur les DVD, j'ai une image en 4/3. Donc ça aide aussi un peu à savoir dans quelle version on se trouve. Mais par contre, ce que je ne sais pas du tout, c'est quelle version du film j'ai sur mon Blu-ray. C'est clairement pas la version originale qui est sortie au Canada avant la diffusion télé. C'est sûr que non, puisqu'il n'y a pas, ça on en avait parlé dans la seconde partie de l'histoire, il n'y a pas la scène de sexe entre Starbuck et Cassiopée, où Starbuck est à moitié nu, on va dire. Mais par contre, il y a la mort de Baltar. Donc c'est un montage qui pour moi n'a pas beaucoup de sens, parce que, je sais pas, c'est un mix entre le montage ciné et le montage télé. Donc voilà. Voilà, je voulais juste faire un tout petit point là-dessus sur les différentes versions qui existent. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais sur les versions. Ce sera ta conclusion, quoi. Alors maintenant, on peut peut-être faire une petite conclusion sur l'histoire, sur ce qu'on a pensé de cette histoire. La VF, on va pas le refaire, on en a déjà parlé. L'histoire en entier ou juste la dernière partie ? Un peu les deux, parce que ça y est, là, on a conclu, on va dire, tout le point de départ de ce qui va devenir l'univers de Battlestar Galactica. Donc, moi, j'ai envie de dire sur juste cette histoire, je trouve que c'est pas loin d'être la plus faible des 3, parce qu'on voit quand même pas mal tout venir. C'est très basique. Hein. Ouais. Et que c'est moins palpitant que le début qui est la grosse attaque surprise des Cylons, que je trouve qui envoie à mort en termes de bataille. Je trouve que la bataille finale est moins bonne que la bataille du tout début du film. Et je trouve qu'il y a plus de développement des personnages dans la deuxième partie du film. Ici, ici ils jouent tous un peu des rôles un peu pas loin d'être clichés, quoi. Voilà, c'est pas la partie que je préfère sur l'ensemble du film. Mais après, tout dépend ce qu'on aime dans ce genre de film.
Pour les personnes qui vont aimer s'attacher au personnage et vouloir voir un petit peu tout le déroulement et chaque vie de chacun, la première partie sera peut-être plus intéressante. Pour le deuxième qui est plus dans la stratégie et qui est mon cas, je vais préférer cette partie-là. Ouais. Et puis la troisième, je dirais qu'elle conviendra plus à ceux qui aiment... les batailles, et encore que c'est pas non plus bon. Après voilà, moi je mets ça à replacer bien dans l'époque ce que vous êtes en train de regarder, et le jugez pas avec les yeux de 2019 quoi. Ouais, oui, c'est vrai aussi. C'est pas, on est critique mais en même temps faut voir ce qu'on regardait à l'époque, donc c'est peut-être on pourra jamais avoir un œil objectif nous. On a vu tellement d'autres choses que, voilà, même si des fois je suis un peu sévère, je pourrais jamais être objective et je pourrais jamais le voir comme ils l'ont vu en 78 ou même en 80, 85, mais voilà quoi, à la télévision. Donc ça, c'est ma conclusion à moi. Et sur le téléfilm au complet, alors sur cette base, sur ce départ de l'univers de Battlestar Galactica, est-ce que tu es conquise par cet univers ? En vrai, je te l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si je l'ai dit en podcast. Heureusement que j'ai vu le plus récent, parce que déjà j'aurais eu du mal à tout comprendre. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont bien pu comprendre, ou alors ils étaient plus malins que nous à l'époque, j'en sais rien, mais ou alors ils passaient sur plein de détails. Mais du coup, ayant vu le film plus récent, j'ai une meilleure appréhension des ennemis, de ce qui se passe et des choses comme ça, quoi. Ouais. Je sais pas si je dirais commencer par ça, quoi. Non, aujourd'hui, regardez je pense les deux en même temps. Un coup le vieux, un coup le nouveau, un coup le vieux, un coup le nouveau. C'est bizarre. Faites votre soupe. Passez 2-3 épisodes. Ah non, ça, je suis en train de faire crisper Draven. Bah, tu regardes le début de l'épisode et puis la fin. Et puis le milieu, bah, tu compléteras comme tu pourras, quoi. Non, quelle horreur. C'est inconcevable. Complètement. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Je sais que c'est inconcevable pour toi. Alors, tiens, une précision. Attention, quand tu dis le nouveau, quel nouveau ? Oui. Parce qu'il va bientôt y avoir un nouveau. Oh, ça va. J'ai cru que tu m'amenais une question piège parce qu'on arrivait bientôt aux questions. Non, ça va, ça je sais. C'est pas le nouveau, c'est le nouveau de 2003. 3. Ouais, oui. Nickel. Bien vu. Je transpire, vous le voyez pas là, mais... N'importe quoi. On n'en est même pas encore aux questions. J'ai encore 2-3 petits trucs avant les questions. Bon, allez, vas-y. Dis tes 2-3 petits trucs là, parce que moi je suis prête. Je suis prête pour l'interro. Ok, tu sais, il y a un truc dont... Il y a un truc dont j'adore parler, mais dont tout le monde se fout, c'est les scènes coupées. Parce qu'il y en a de nouveau tout un tas. Donc je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu les gardes pour un historica ? Non, pas à ce point. Parce que de toute façon, la plupart... Oui, je pourrais, mais... Un historica, les scènes coupées. Oh ouais, non, mais il y en a... Non, mais franchement, ça n'aurait aucun intérêt parce que la plupart des scènes coupées sont en fait des versions longues des scènes qu'on voit déjà. Des scènes, qui servent à rien, quoi. Oui, qu'ils ont coupé souvent pour une bonne raison. Enfin, ils ont eu raison, je veux dire, de les couper. Mais, tu vois, toi, tu les aimes bien, celles-là. Mais moi, j'adore. Ouais, mais attends. Je le sais. Le pire, c'est que c'est vrai. Tu veux bien me les raconter ? Oui, alors, il y a une scène où il y a Apollo qui explique à Boxy, à l'intérieur du Landram, sur la surface de Carillon, pourquoi les Cylons veulent les tuer. Non, mais cette scène, on la connaît, mais il y a une phrase en plus qui a été coupée et que je trouve très, très, très dommage, parce qu'il y a une phrase excellente qui est dite par Apollo et qui pour moi pourrait quasiment faire l'objet d'un bac de philo. C'est-à-dire, il lui dit: l'opposé de la guerre n'est pas nécessairement la paix. C'est quand il essaie d'un peu d'expliquer la guerre à Boxy, quoi. Hein. Et moi j'aime bien cette phrase en fait. L'opposé de la guerre n'est pas nécessairement la paix. Voilà, je trouve qu'il y aurait presque de quoi discuter. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient coupé cette phrase là.
Ouais, c'est intéressant parce qu'après, il faut voir quelle est la définition de la paix. Tout à fait. Intéressant. Quoi d'autre? On a... mais après, je vais pas en mentionner 36. Désolé. C'est rien. Tu comptes nous dire ce que c'est ou pas du tout? Si tu veux. Tu vas rire. Écoute, c'est mon téléphone qui vient de sonner. Enfin, c'est la partie du téléphone qui gère ta vie. Et il vient de sonner en me marquant heure d'aller se coucher. Ah, dis donc. Bon, bah, je vais me manier, parce que même le téléphone le dit. Alors, parmi les autres scènes coupées, on a des petits malaises de Serena quand elle arrive au casino, parce que je rappelle que Serena est censée être mourante, telle que ça avait été prévu dans le projet de départ. Mais voilà, ça a été coupé. Et la dernière scène coupée que je vais mentionner, c'est vraiment tout à la fin, on devait voir une espèce de cérémonie finale à bord du Galactica avec tous les survivants et tout le monde qui chante un espèce d'hymne. Je sais pas ce qu'ils chantent. Il y a pas mal de gros plans sur Adama qui chantent aussi, qui ont été tournés. Bref, ce qui est intéressant aussi dans cette scène, c'est qu'on voyait que donc évidemment Serena, Apollo et Boxy sont présents. Et il y a un moment où Serena s'en va et demande à Apollo et Boxy de rester ensemble, et elle s'éloigne avec un air très triste. Et voilà. Et je pense qu'on était censé comprendre qu'elle allait crever toute seule comme une merde dans un coin du Galactica. Mais ça expliquerait pourquoi elle a tellement envie que Apollo se rapproche de son gamin. Ouais, par contre, ouais, tout à fait. Je pense aussi, ouais, c'est vrai. Ça donne plus de sens à ça. Ouais, ça donne plus, oui, carrément, parce que c'est vrai que dans le début, moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle a à aller chercher ce mec pour s'occuper du gamin, quoi. Encore un truc que j'ai dû admettre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Le public, apparemment, avait mal réagi à la mort de Serena lors des projections du film au Canada, avant la projection télé aux États-Unis, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de virer tout ça et de garder Serena. Ok. Voilà, prête pour l'interro? Je suis prête. Allez, c'est parti. Alors, rappelons, l'interro, c'est 3 questions auxquelles je ne pourrai pas répondre, puisqu'elles sont trop compliquées. Et que tu vas te faire un plaisir de me poser. Sachant que vous qui nous écoutez, vous avez peut-être les réponses. Ouais. Et il y a 3 questions. J'essaye en général d'en faire une super facile, une un poil plus difficile où il faut être un poil plus attentif, et une qui est franchement hardcore. Alors, on va commencer par la facile. Est-ce que tu peux me donner le nombre d'yeux que possèdent en tout les chanteuses sur Carillon? Attends, je laisse pour que les personnes réfléchissent. Ah, tu sais, ça y est, t'as déjà un petit peu les bons réflexes. J'ai compris comment marchait l'émission. Serait-ce parce que c'est la tienne? Oh, je sais pas. 4. Alors, 4 en tout. Quand je dis en tout, c'est toutes les chanteuses. Oh putain, c'est comme Vincent Milan dans un pré, c'est la même charade. Quoi? Tu connais pas ce truc? Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Vincent Milan dans un pré, combien y a-t-il de pattes? Ah, Vincent Milan. Je me disais, c'est qui ce Vincent? J'avais rien compris. Mais rien du tout. Ah oui, d'accord, oui. C'est quand on est petit qu'on fait cette devinette. Vincent Mille, mais Vincent Mille n'est pas un chiffre. Non. C'est Vincent qui mit l'âne dans un pré, il y a 4 pattes. Bon, bref, donc il y a 4 œils par nana. Mais combien il y avait de nanas? 3 ou 4? Je dirais bien... Oh, je sais pas, 3. Parle. Oui, d'accord. Alors, c'est 3 chanteuses. Non, je plaisante. Non, tu vas pas faire ça. Je pourrais. Ce serait très rapide. Tiens, mais... ça me laisse alors juste le temps de mentionner qu'il y a une chanson qui a été écrite spécialement pour cette scène. Donc c'est la chanson Love, 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 je crois qu'elle s'appelle. Oh, la chanson est aussi horrible que les femmes. Ouais. Non. Et comment? Je suis pas sûr d'avoir bien compris une chanson. Bah, t'as dit ils ont fait une chanson exprès? Oui. Eh ben, oui. Moi je dis que la chanson elle est aussi horrible que les.
C'est vrai? Tu la trouves belle, la chanson? J'étais sur le point de dire que moi je la trouvais cool, ouais. Ok, j'ai rien dit. Après, non, mais après, elle est très datée, hein. Elle Putain, mais elle est où cette scène? Ok. Je cherche. Combien Dieu en tout? C'est la question facile, je le rappelle, hein, celle sur laquelle on passe le moins de temps. Oui, c'est la question facile. Et on l'a dit tout à l'heure, le pire, c'est que non, tout à l'heure... mais oui, je sais qu'elles ont 4 œils, mais je crois que tu veux savoir combien il y a de dieux. Oui, en tout. Bon, mais combien il y a de nanas? Combien il y a de chanteuses? Il y en a 3 ou il y en a 4? Je te promets, tout à l'heure tu m'as donné le mauvais chiffre et je t'ai donné le bon. C'est vrai? Ouais, je parle du nombre de chanteuses. On l'a déjà fait. Bon, j'en sais rien, il y en a 3. Absolument. 4 x 3, 12. Donc, ça nous fait 12 yeux. Bonne réponse à la question facile. On n'est pas rendu. Putain, c'est clair. Ok. Question numéro 2. Question numéro 2. Question vocabulaire. Je sais que c'est ce que tu préfères. Allez. Comment s'appelle la monnaie dans Battlestar Galactica? Eh bien, je ne sais pas. Probablement l'épisode où on en voit le plus. Parce qu'on voit. Oui, ça a un nom, mais je ne sais pas. Ok. Alors je laisse quand même un tout petit peu de temps pour les auditeurs. Ce sont des pièces de forme rectangulaire. Et c'est marrant parce que dans la version réimaginée de 2003, ils ont gardé les mêmes pièces rectangulaires. Avec le même nom pour la monnaie d'ailleurs. Le seul ajout qu'il y a dans la version réimaginée, c'est qu'il y a des billets aussi qui existent, comme des billets de banque, quoi. Mais voilà. Donc c'est mentionné plusieurs fois sur le casino que cette monnaie s'appelle les cubis. Les cubis. Les cubis. Très bien. Ouais. Donc voilà, c'est la monnaie officielle de l'univers de Battlestar Galactica, quelle que soit la version d'ailleurs, parce que c'est un mot qu'on entend plusieurs fois, il me semble, dans les différentes séries. Ce sont les cubis. Mais comme c'est là qu'on en voit le plus, je me suis dit tiens, je vais le placer là. C'est intéressant d'ailleurs qu'il y ait encore ce système de monnaie dans ce genre de... Exact. Hein, mais bon, on va pas en débattre là, quoi. Ah, c'est dommage, parce que je trouve qu'au contraire de Star Trek, qui a éliminé effectivement tout concept de monnaie, ici, dans Battlestar Galactica, on a choisi de conserver de la monnaie. Ouais, mais peut-être que on pourra en parler dans un prochain... Oui. Ça va être amené, à mon avis, dans un prochain épisode. Hein, c'est intéressant. Peut-être pas. Je pas. l'amènerai dans un prochain épisode. D'accord. Ok. Est-ce que tu es prête pour la question impossible? La question impossible. Je t'attends. Ok. Alors. auquel je ne répondrai pas, bien sûr. Ah, d'accord. Alors, laisse-moi la poser, on ne sait jamais. À la fin, donc, on a dit, on présente à Baltar son nouveau bras droit, Cylon, un nouveau modèle de Cylon qui s'appelle Lucifer. Eh bien, j'aimerais savoir à quelle classe de Cylon appartient ce Lucifer. Avec sa tête violette. Et je peux te donner un indice si tu veux, mais seulement si tu veux. Non, je voudrais que tu me donnes un chrono avec un tic 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 tic. Ah bon, je rajouterai ça au montage parce que là, j'ai pas ça sous la main. Fais-le à la bouche. Au doigt. Bon, on n'obtiendra rien de toi ce soir, j'ai bien compris. Eh bien, c'est un Cylon de classe IL. C'est vrai, exactement. Oui, ce qu'il fallait trouver, c'était 2 lettres. Effectivement, ce sont 2 lettres, les lettres IL. Mais que signifient ces 2 lettres? Je peux retourner voir dans le film? Alors c'est jamais dit dans le film. Ça va prendre, en même temps, si ça prend autant de temps que d'aller chercher les 3 chanteuses ou les 4 chanteuses, on est mal barré. Je vais la faire au hasard. Okay. Et je pense que c'est le mot que... Ah non. J'allais dire le mot que t'as trébuché dessus tout le temps. Non. I pour Imperius et L pour leader. Oui, et c'est exactement ça, dis donc. Oui, parce que j'ai vu la VO en cachette et je n'ai pas voulu te le dire. Ah, d'accord. Alors, c'est d'autant plus intéressant que ça n'est jamais dit, même dans la VO.
Oh merde, on peut même pas tricher et que ça se voit pas. C'est pas vrai. J'ai dit que c'était une question impossible. Et en fait, même quand t'as la réponse, t'as quand même pas. C'est juste, c'est horrible. Mais non, mais c'est pas ça. On va renommer cette partie et on l'appellera plus l'interro aux 3 questions. Ouais. Mais l'interro impossible aux 3 questions. Ou l'interro aux 3 questions impossibles. Ou tes putains de questions. Ah, ça, j'ai l'impression que ça correspondra mieux, ça. Hein. Bon. Merde alors. Même en trichant, j'ai pas encore tout. Mais tu as triché dingue. C'est Non. un scandale. Ah, je préfère ça. Alors, oui, effectivement, IL signifie Imperious Leader, donc le leader impérieux, que j'ai appelé leader impérial dans les épisodes précédents, parce que je peux pas m'empêcher, enfin, j'ai du mal à me retenir de dire leader impérial, parce que je sais que techniquement, ils ont un petit peu pompé ça sur Star Wars, et que c'est probablement pour ça qu'ils ont voulu trouver un mot proche de empereur, mais au lieu de dire empereur, ils disent leader, non pas impérial, mais impérieux, ce qui veut pas dire la même chose. Parce que quelqu'un d'impérieux, c'est quelqu'un qui commande, on va dire, d'une façon, alors je lis la définition en direct, hein, qui n'admet ni résistance ni réplique, qui est un synonyme d'autoritaire et de tyrannique. Et leader impérieux, j'ai déjà lu dans des bouquins en anglais que globalement, c'est 2 mots qui veulent dire la même chose en fait. C'est un peu redondant d'avoir mis ces 2 mots ensemble. Et voilà, ouais, moi je l'appelle tout le temps le leader impérial, mais dans la VF c'est pas du tout comme ça qu'ils l'appellent. Mais savais-tu que le Cylon de classe IL, donc qu'est Lucifer, les lettres IL peuvent signifier un autre truc que Imperious Leader? Il faut que je trouve. Non, non, parce que là, pour être franc, là, c'est impossible, c'est vraiment impossible. Illégitime. Non. Je sais pas. Non. Il, en fait, c'est un jeu de mots. Il. Oui, il. mais en anglais. C'est O-D-I. Non, Elle, pas. qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il. Je ne vois pas. C'est un désastre. Bon. Je crois qu'on l'a perdu. Oui, alors, dans un guide qui date de 1978, parce que ça c'est une info que j'ai trouvée nulle part sur le net. Sur le net, c'est marqué partout que IL ça veut dire Imperious Leader. Mais dans un site, un guide de la série, qui est un bouquin donc, hein, qui date de 1978, il y a marqué que IL est en fait un jeu de mots avec Industrial Light, puisque l'équipe technique qui s'est occupée des effets spéciaux de Battlestar Galactica, si vous avez écouté les épisodes Historica, normalement vous le savez, et tous ces gens qui s'occupaient de filmer les maquettes, de concevoir les maquettes, venaient du studio Industrial Light and Magic, le studio créé par George Lucas pour Star Wars. Petit clin d'œil. Voilà, ils se sont fait un petit clin d'œil interne en nommant IL Industrial Light en référence à ça. C'est rigolo, hein. Enfin, c'est rigolo. Ça ne fait rire que moi. Non, pas du tout. Parce que je sais pas si ça fait rire les autres et ça ne me fait pas rire, mais je suis toujours fascinée de voir à quel point tu creuses les sujets et c'est pour ça que j'adore t'écouter. Okay. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore être en ta compagnie pour commencer cette série. Ok, merci. Merci beaucoup. Je suis ravi que tu sois là aussi d'ailleurs. Tant qu'on en est au passage de pommade. C'est pas écrit dans le conducteur par contre. Non, c'est pas dans le conducteur, j'avoue, c'est pour ça que je sais pas du tout quoi répondre. Mais... Rien, on n'a qu'à terminer là-dessus. Oui. Sur cette autocongratulation. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ouais. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Et j'espère que toi aussi, Draven, tu as pris autant de plaisir que moi à enregistrer cette petite capsule. Mais oui. D'échange entre la personne maîtrisant le sujet et puis moi. Putain, c'est moche de dire comme ça. J'étais en train en même temps de chercher un qualificatif pour moi-même et j'ai peur d'être un petit peu dure avec moi-même, alors je vais juste
être moi. Vous prendrez ça comme ça. Voilà. Donc merci d'avoir écouté jusque-là. Bientôt un Analytica numéro 4 où on va se retrouver pour d'autres épisodes de la première version de la série. Cette fois-ci, ce ne sera pas le film, mais quelques épisodes de la série de 78, 79, 80, puisque forcément... Juste 78-79, ça n'a pas été plus loin. Ça n'a pas été plus loin. Enfin, c'est vrai qu'il y a une série en 80, mais je sais pas encore. Si tu veux, on en discutera, mais je suis pas sûr qu'on fera des épisodes, des analyses d'épisodes entiers. Ouais, je suis pas certaine, parce que rappelons quand même que je n'ai toujours pas vu la nouvelle, parce que je prends les choses dans l'ordre. L'ancienne nouvelle, pas la nouvelle. Ouais. Mais là, j'ai réussi à suivre et tu ne m'auras pas. Galactifrac est disponible sur PodCloud ainsi que Apple Podcast, Spotify et de nombreuses autres applications Android. Et je le dis comme si j'étais en train de faire une pub, c'est fantastique. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et puis vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook pour du contenu supplémentaire parce que Draven publie plein de choses intéressantes, des articles, des photos, il donne des détails sur plein de trucs parce qu'il trouve plein de trucs en fait. Il n'a pas de... Enfin, il vit que pour Battlestar. Il n'a pas de vie, tu peux le dire. Non, il n'a pas... Si, t'as quand même un petit peu. Oui, un petit peu des fois. Un petit peu quand même, il me semble. Et mais t'as failli dire il n'a pas de vie, donc... Non, j'ai jamais voulu dire ça. Tu réécouteras lors du montage, tu verras que je n'ai absolument pas voulu dire ça, même si c'est un peu vrai, j'ai failli dire ça. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de saluer nos auditeurs ? Non, je pense que c'est bon pour nous. Effectivement, je veux juste rassurer les auditeurs par rapport à ce que tu viens de dire. On va pas faire tous les épisodes de la série originale. Non. J'en ai sélectionné quelques-uns parce que je pense qu'ils en valent pas tous la peine. Et voilà. Par contre, sur l'ancienne nouvelle série, donc celle de Ronald la Desmours, série que tout le monde a vue, quoi. On n'a peut-être pas besoin de... Voilà. Non, mais c'est juste parce que, tu sais, au cas où les gens... on ne sait pas quand les gens vont écouter cet épisode. Or, il y a vraiment une nouvelle série qui va se faire. On l'a appris il n'y a pas longtemps. Donc, c'est pour éviter d'être perdu sur qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle, qu'est-ce qu'on appelle l'ancienne, en fait. C'est pour ça que elle est hypothétique, quoi, la nouvelle. Et ça serait peut-être en 2020, quoi. Ah, c'est pas peut-être, c'est sûr. Ouais. On verra, il y aura peut-être des rebondissements. Ne vends pas la peau de l'ours. Ok. Mais donc voilà, l'idée c'est que la série de Ronald Desmours, celle-là, je pense qu'on fera tous les épisodes parce qu'elle en vaut largement la peine. Mais la série originale de Glen Larson, celle-là, on fera pas tous les épisodes. J'en ai sélectionné seulement quelques-uns. Et puis je pense que on ira moins. Il y aura pas de comparatif entre version ciné, version télé. Voilà, ça nous permettra aussi d'avancer plus vite. Et puis on a déjà, c'est bon, on a présenté toute la situation, on a présenté tous les personnages. Voilà, ça nous permettra vraiment d'aller plus vite là-dessus. Donc ça, je disais juste ça pour rassurer nos auditeurs. Sinon, est-ce que tu veux donner plus de détails sur les comptes Twitter sur lesquels on peut nous retrouver ? Eh bien, moi c'est @Kikrine, Kikrine. Si vous voulez discuter avec moi, pour je vous donnerai des détails bien plus précis sur la série. Bien sûr, je demanderai en amont à Draven de répondre à ma place. Et non, je plaisante. Draven, par contre, toi, tu peux nous donner ton compte Facebook et ton compte Twitter ? Ouais, enfin mon compte Facebook, faut que je donne mes identifiants et tout. Non. Arrête, ne relance pas sur mes erreurs. Oui, pardon. Sur Twitter, c'est le compte @dravenardrock qui s'écrit DRAVENARDROK. Et sinon, effectivement, il y a une page Facebook et un compte Twitter pour l'émission Galactifrac, qui s'écrit comme le nom de l'émission que vous êtes en train d'écouter. Donc c'est facile à retrouver, mais c'est difficile à épeler. Donc voilà. GALACTIFRAC. AK. Oui, c'est difficile, t'as raison. Bon, je suis en forme ce soir et je pense qu'il faut qu'on arrête là avant que je devienne complètement ridicule. Ok. Merci. Je te remercie aussi. Bonne soirée à tout le monde ou ce que vous êtes.
Ouais, ciao, merci pour votre écoute. À bientôt. Salut.